Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième déjà édition de la balado SFTV. Donc, toujours Olivier Turcotte en compagnie de mes trois acolytes habituels, soit Éric Drapeau, Luc Carbonneau et Pierre-Luc Dallaire. Bref, on se salue tous, je pense, messieurs. Pour commencer, je pense que tout le monde, ça va bien cette semaine? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça, ça va pas très bien dans les médias, là, mais moi, en général, je vais bien. On va dire ça comme ça, Ok. malheureusement. Moi, honnêtement, ça va super bien pendant les temps qui courent. Donc, en forme, on peut reprendre à faire d'exercice enfin sans trop de limites. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça permet un peu de perdre quelques poids que probablement la majorité d'entre nous ont pris au cours des 2 derniers mois. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, J'en ai pris 10. la, Moi, je l'ai la pas pris, nouvelle, disons, mais- la nouvelle du jour au Québec reste qu'on a quand même de très belles nouvelles par rapport au sport collectif et ça inclut le sport automobile. Il y a eu du déconfinement là, de la part du gouvernement Legault qui permet justement de pouvoir espérer ou du moins revenir très vite vers des événements estivaux. Des belles nouvelles en soi et ça affecte également le sport automobile au Québec. Oui, très content d'entendre ça, d'avoir entendu et vu ça cet après-midi. Donc, vraiment, du côté du sport automobile, on va avoir donc, on devrait avoir de la course cet été, si tout va bien, s'il n'y a pas trop d'autres cas de cette cochonnerie. On mentionnera pas le nom parce qu'on a assez de nouvelles à cette affaire-là. Donc, voilà. On en parlera pas plus là-dessus, mais quand même, très bonne nouvelle là-dessus. On devrait donc avoir des nouvelles, même sur la balado, donc, de ce qui va se passer dans la course automobile au Canada. Mais avant de passer donc sur nos sujets principaux, parce qu'on a quand même quelques sujets à traiter aujourd'hui, messieurs, on a su une terrible nouvelle hier. Pour ceux qui sont qui sont habitués de SFTV, eh bien, vous vous rappellerez, il y a 2 ans, on avait diffusé une course qui s'appelait le Brenton 200. Donc, pour venir en aide à un adolescent en fait, qui avait une forme rare de cancer. Eh bien, malheureusement, la nouvelle est tombée très tard hier soir qu'il est décédé. Donc, malheureusement, la communauté du Sim Racing du Québec a fait tout ce qui était possible pour essayer de lui venir en aide, mais avec les formes rares, surtout avec ce terrible câble-là, eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je vous invite à, messieurs, à la maison, ainsi que ceux que nous cadrent dans le studio virtuel, avant d'aller une minute de silence, je veux donc vous montrer donc ce qui était donc le petite vidéo d'intro qu'on avait fait, petite vidéo de présentation qu'on avait fait pour cet événement-là. Vous vous en rappellerez ceux qui ont fait ou ont suivi le Menton 200. Et ensuite, bien sûr, je vous amènerai donc, je vous appellerai à faire un petit moment de silence là, en sa mémoire. Et donc voilà, petit moment terminé. Donc c'est malheureux, des choses qui arrivent, mais la communauté quand même se soutient, s'entraide. Et d'ailleurs, à la toute fin de cette émission aussi, eh bien, on a quelques petits messages très spéciaux là, à lancer pour des causes un peu similaires en fait. Donc restez avec nous tout au long de l'épisode et puis vous allez pouvoir en savoir plus à ce sujet. Maintenant, eh bien, messieurs, on va commencer donc notre premier sujet de la soirée. Et quand même, on commence avec quelque chose d'assez, je dirais pas léger, quand même assez intéressant. On en a quand même beaucoup parlé au niveau, sur SFTV, enfin, on a couvert ça tout au long, du début à la fin, donc je veux qu'on commence par revenir sur le Canadian E-Racing Challenge. Donc la semaine passée, on n'a pas eu le temps de faire le retour, on avait eu quand même
Une très grosse entrevue, messieurs. On remercie encore d'ailleurs Alex Bergeron pour cette entrevue. Le Canadian Racing Challenge, qui a été tout un événement, qui a vraiment amené... bref, ça a été de la course spectaculaire du début à la fin. Mac Corrins qui a fait un excellent travail. On a vu des noms qu'on connaissait moins, même dans le milieu de la course automobile canadienne. On s'entend que c'était tous des pilotes professionnels ou semi-pro au minimum. Et il y a des noms là-dedans qui ont éclos, là. Donc, vraiment... En effet, je pense notamment dans le cas de Andrew Waring. Moi, personnellement, c'est un nom que je ne connaissais pas du tout. Et bon, oui, Kenzie McLaren a remporté quand même le championnat, mais tout de même, important de noter qu'Andrew Waring a vraiment livré une chaude bataille tout au long des 3 premières épreuves avant qu'il malheureusement il l'échappe en pourchassant McLaren et Bédard à Mosport. Mais honnêtement, Andrew Waring a très bien fait au cours de ce championnat-là, malgré des incidents qui sont survenus à Montréal. C'est vraiment un pilote, à mon avis, qui a vraiment sorti là, de son cocon, du moins qui s'est fait voir un petit peu. Il y avait quand même un solide top 5 là, qui était dans le coup chaque semaine après semaine. Malheureusement, de nombreux incidents ont venu un peu briser les rêves là, de plusieurs. Je pense qu'un Scott Hargrove qui était très performant. Je pense un Jean-Christophe Tarrant qui a eu des très beaux flashs de brillance malgré quelques incidents. Olivier Bédard qui a eu une très belle performance dans les 2 courses où il s'est présenté, soit du côté du circuit G29 et du côté de Mosport. Était-il du côté de Mid-Ohio? Je crois que oui. Donc, oui. 3 courses Oui. si le compte... Excusez, le compte m'a échappé là-dessus. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai adoré, c'est vraiment de voir à quel point ces pilotes-là ont pris en charge cette série-là et se sont dit, on a l'occasion de s'amuser sur le simulateur, mais aussi de se démarquer. On a quand même une chance unique de courser contre des gens contre qui on n'aurait jamais coursé. Des pilotes contre qui on connaît le nom. Peut-être que la majorité d'entre eux savaient qui était Olivier Bédard, qui était qui a fait la première course de la saison. Mais de là à dire, j'ai la chance de courir contre ces gens-là et de me comparer un petit peu, même si pour la majorité, ça reste de la simulation, ça reste quand même du pilotage. Ben, c'est venu donner à mes yeux là, vraiment une très belle fenêtre et ça a été vraiment un plaisir de diffuser et de décrire tout cela, puisque de l'action, là, on n'en a pas manqué. Non, en effet, et ça, c'est ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, on mentionne souvent, du côté du... quand les pros sont arrivés, ça a causé des problèmes ou quoi que ce soit au niveau du sim racing, eh bien, on peut juste mentionner un seul incident un peu triste qui s'est passé, et c'est une rétaliation là, vous voyez, j'ai déjà oublié son nom, donc c'est un très bon signe là-dessus. Qui d'ailleurs, je crois, je me souviens par contre qu'il avait fini 3e dans la dernière course à Mosport, donc quand même, ça avait dit quelque chose, mais on avait sanctionné rapidement du côté des commissaires de course, et justement, il y avait une... comment je présente ça? Pas juste un commissaire de course, mais une direction de course, pardon. Donc, rapidement, les choses ont été prises en main, et je veux dire, on a eu des longues discussions par après. Pas nous, mais il y a eu des longues discussions qui ont été faites par après, et c'était une bonne chose. Ça veut dire qu'à partir du début au sein de la ligue, et du côté d'Apex V2R, on a rapidement pris les choses en main et dire, regardez les gars, on vous a invité, oui, c'est pour en même temps vous faire du plaisir et tout ça, mais en même temps, c'est très important justement que ça reste une course saine, une compétition saine, et qu'il n'y ait pas de débordement. Il y a quand même vos commanditaires qui regardent, il y a quand même des gens à la maison qui regardent, et on essaie de promouvoir pas juste le sim racing, mais la course automobile canadienne qui, on va se le dire, malheureusement, pour la qualité qu'on a au Canada, il y a malheureusement un manque de visibilité énorme pour le fait qu'on est un pays de 30 millions, 35 millions de personnes maintenant sur un si large territoire, et on est mini versus ce que les États-Unis peuvent offrir en termes de poids, que ce soit du poids médiatique, poids social, poids économique, poids culturel. Donc, de voir justement qu'on a réussi à emmener ça et peut-être dans l'esprit de plusieurs personnes faire réaliser que, il y a une scène au Canada et elle est viable. On réussit à avoir 30 personnes en moyenne par course, à part la dernière, mais avec les nouvelles qu'on a entendues aujourd'hui, on comprend pourquoi les personnes sont en train de pratiquer en Nissan Micra. Là, on voit qu'il y a des courses qui risquent de se dérouler cet été, et ça, genre, je vais revenir là-dessus. 5 secondes, Eric. Je suis content d'avoir entendu dire ça, parce que justement,
c'est des nouvelles rafraîchissantes comme ça, c'est ce que ça nous prenait, je pense, ces temps-ci. En effet, c'est sûr que ça prenait. Et tu sais, surtout, je vais revenir, c'était Martin Crisp qui avait Oui, justement merci qui avait beaucoup. eu une grosse réprimande à Mid-Ohio. Et c'est sûr que le genre de nouvelles qu'on vient d'entendre, ça peut expliquer, là, comme tu le mentionnes, la raison pour laquelle à mon sport, là, on a eu moins de 20 inscrits pour l'épreuve, mais tout de même, ça démontre une chose, c'est que les pilotes, euh, lorsqu'on n'était pas en préparation, je veux dire, en préparation d'effectuer un retour en réalité au niveau de la conduite, mais on voit que les pilotes étaient vraiment impliqués. Ils prenaient ça très sérieusement. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient s'entraîner le lundi et les mercredis et les vendredis lors des fameuses séances de pratique. Alors, c'est pour démontrer à quel point que ces pilotes-là, l'esprit de compétition, il était malgré tout présent en arrière d'un volant virtuel. Ce qui est vraiment le fun, c'est que moi, je peux vous donner l'avis d'un spectateur, puisque moi, j'ai pas animé la série en tant que telle. Moi, en tant que spectateur, c'est sûr qu'à la base, c'est pas une des séries qui vient plus me chercher, mais je me suis quand même assis un soir et j'ai écouté la course de Montréal. Je pense que je suis tombé sur la bonne course parce que, pour être franc, là, il y a eu de l'action mur à mur. Là, ça finissait plus du tout. Là. Puis vraiment, là, j'ai vraiment adoré. Je dirais pas que j'ai pogné la piqûre pour la série à ce moment-là, mais ça m'a comme... Il y a comme eu un déclic dans ma tête qui me dit laisse-y une chance, puis va rouler en Ferrari, va rouler en Porsche sur iRacing, puis essaye d'autres choses que des monoplaces. Hein. Ça m'a fait ce déclic-là un peu. J'ai vraiment adoré j'ai pas suivi toutes les courses, mais j'ai suivi celle de Montréal, là, puis vraiment, j'ai vraiment adoré la série. Oui, c'est toute une série. Puis, si on peut terminer un peu là-dessus, encore une fois, j'aimerais vraiment remercier donc Marc-André d'Apex Video de nous avoir donné cette opportunité-là de pouvoir diffuser ces 4 courses-là sur SFTV. Vraiment, c'est une expérience qui est unique. Et si ça a pu permettre justement de développer autant un petit peu de sim racing que la visibilité apportée à la vraie course automobile au Canada, eh bien, au moins, on a fait une partie de notre travail. Donc, vraiment, ou du moins, on a fait notre travail finalement là-dessus. On a réussi à aller chercher un petit quelque chose pour la scène canadienne. Donc, vraiment, un très gros merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Vraiment, moi, personnellement, j'apprécie. Et c'est des événements comme ça qui sont formateurs pour nous, en fait. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en fait, messieurs, du commentaire comme ça. Mais on en apprend tous les jours. Et ça, c'est magnifique. Ça a été quelque chose de génial pour moi. Et pour nous également. Je pense, nous quatre, même je t'inclus un peu le Pierre-Luc là-dedans, mais même si t'as moins été présent, là, je veux dire, juste le fait que toi, de ton côté, ça t'a permis de dire peut-être que d'essayer justement du GT, alors que t'es pas vraiment une personne de GT, on s'entend, là. Puis vous me connaissez très bien. Moi, c'est monoplace, puis NASCAR, puis ça se termine là. Voilà. Donc, je suis quand même assez fermé sur les autres séries. Donc, que ça m'ait donné le goût d'essayer les autres séries en écoutant ces courses-là, ça veut dire que ça a probablement eu le même effet pour les autres téléspectateurs qui ont regardé la course. Et voilà. Donc là-dessus, eh bien, on peut déjà passer à la deuxième partie de ce point Sim Racing. Donc, la série Légende. Pourquoi de Race? Pourquoi je veux qu'on en parle un peu? Eh bien, c'est un article, messieurs, je voulais partager. C'est WTF1 qui ont posté ça. Un instant, c'était hier, en fait, Dan Thorne qui a posté ça. Qui a publié ça, pardon, on va utiliser les bons termes français avant que Luc me reprenne. Donc voilà. L'article, je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire en français par la suite. Le titre: Why an esports series has ended up with the best grade of drivers in motorsport history. Ou, en français, pourquoi est-ce qu'une série esports a fini avec la meilleure grille ou la meilleure grille de pilotes dans l'histoire du sport motorisé. Et honnêtement, je sais pas si vous avez suivi, moi j'ai suivi quand même pas mal cette série-là. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, la série Légende, le Trophée des légendes, c'était supposé être genre la série B d'une série qui était organisée pour des pilotes actuels avec des sim racers professionnels. Que The Race organise. The Race qui est une publication qui sont présents aussi sur YouTube et autres, qui normalement focus vraiment sur la vraie course, dans la vraie vie. Et là, de ce côté-ci, on a décidé vraiment d'organiser une série de courses, et en soutien, on a décidé d'emmener, on va emmener des légendes. Des pilotes
qui soit sont à la retraite ou sont plus présents en F1 ou dans la plus haute sphère possible, où ils ont déjà été, pour justement emmener un petit bonus de plus. Et honnêtement, excepté la première course où il y avait peut-être quelques petits pépins, là, je veux dire, les personnes n'étaient pas trop habituées par rapport à R-Factor 2, parce que c'est R-Factor 2 qui est utilisé, qui a ses propres affaires particulières comparativement à iRacing, Assetto Corsa, Competition et autres. Franchement, le niveau de course là-dedans m'a impressionné. C'est sérieusement, juste avoir les noms qu'il y avait dans la série, déjà là en partant, ça devrait sonner une cloche à quelque part. Tu sais, on pense Jenson Button, champion du monde en Formule 1, Helio Castroneves, tout un pilote en IndyCar, Gilles Deferrand, champion du Indy 500 en 2003. Ils n'ont pas juste été dans la sphère Formule 1. C'est ça qui est vraiment le fun, c'est qu'on a vraiment pigé dans toutes les sphères de la course automobile. On a été chercher pas tous les meilleurs pilotes, mais dans l'ensemble, c'était des très très bons pilotes. Là. Ben, on a Juan Carlos Montoya, Emerson Fittipaldi, double champion du monde de Formule 1. Double champion du monde, puis en Indy aussi, en IndyCar, il ne faut pas oublier. Pas Castroneves, mais Montoya, ça a remporté l'Indy 500, ça a remporté des courses en Formule 1, ça a remporté... il est à 2 sur 3 dans la triple couronne, on pourra dire ça de même aussi. Okay. Donc, il y a des gros noms là-dedans. Là. Puis il y a Jacques Villeneuve qui a fait une course aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, une course avec sa manette. ça reste quand même ça reste le running gag un peu, mais ouais. Il reste que les personnes, pareil, les commentateurs ont été bons jeux là-dessus. On aurait pu dire non, on l'acceptera pas, mais Villeneuve, ça a été le seul à utiliser une manette et il a expliqué sa raison pourquoi utiliser une manette. Je veux dire, il y a un simulateur, mais finalement, il ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il est tout le temps en voyage. Et oui, quelqu'un en voyage pendant la COVID-19. C'est surprenant, mais oui, voilà. Donc, du côté de Villeneuve, on l'était. Donc, on n'avait pas accès à notre simulateur. Donc, on avait accès à la manette, mais on tenait à être là pour au moins une des courses. Donc, voilà, au moins du côté de Villeneuve, on peut le dire, on était là, mais d'autres pilotes qui ont été présents à travers, il me semble, si j'ai bien vu, il y a eu Bruno Spengler, si j'ai bien vu. Lui, par contre, je pense qu'il était plus dans la course principale, si je me trompe pas. Mais si je regarde... je pense totalement Peter Solberg et Jan Magnussen, c'est deux pilotes qu'on pense pas souvent. Mais ce sont deux pilotes qui ont eu de l'expérience, là, soit en GT ou encore en rallycross et qui ont gagné beaucoup d'énormes titres dans leurs championnats respectifs. Donc, vraiment, quand on mentionne qu'on avait la crème de la crème dans la course de légende, ça en est très bien la preuve là, d'aller chercher vraiment du monde de partout à tous les niveaux. Ou apporter un pilote qui a été partout, comme Maximiliano Papis, qui a fait du NASCAR, de l'IndyCar, de la Formule 1, name it. Il en a fait beaucoup. Oui, oui. Et tu parlais de Jenson Button tout à l'heure, et bien c'est lui qui a gagné le championnat aussi du Trophée des légendes. Donc, à quelque part, sa lutte avec Villeneuve dans les deux courses à Sebring. Sebring, ouais. Ah, c'était quelque chose, honnêtement. Mais tu sais, ça démontre à quel point aussi que on voit que les pilotes, la majorité des pilotes étaient vraiment dans. C'est sûr qu'il y avait quelques exceptions où est-ce qu'on était vraiment largement derrière, mais en grande majorité, les pilotes étaient relativement prêts aussi. Puis le fait qu'on joue avec une voiture qui était un petit peu connue, un peu pour tout le monde, de façon à peut-être aider un peu les pilotes qui étaient un petit peu moins expérimentés, peut-être avec la génération d'aujourd'hui, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même des pilotes âgés de 50 ans et plus. Le fait d'avoir reculé un peu au niveau du type de conduite, ben, ça donnait une chance aussi. Ça venait niveler les chances également. En effet. Donc, vraiment, de ce côté-là, si on peut répéter l'expérience, juste dans l'entre-saison, en fait, ça pourrait devenir quelque chose d'annuel. Ça pourrait être intéressant. Et je reviens un peu à ton rant de la semaine dernière, Luc, qui m'a marqué, honnêtement. Non, pour vrai, c'était magnifique. Mais tu marquais un excellent point. Et justement, ce qu'on a pu voir, autant dans les deux séries qu'on vient de mentionner, Canadian Racing Challenge et les Legend Series de The Race, c'est des pilotes qui voulaient être là, qui ont vraiment, ils avaient du plaisir. Le but, c'était pas nécessairement de revenir à tout le monde et de décrédibiliser le sim racing. Au contraire, on était là pour se faire plaisir. Excusez-moi, pardon. Ouais. Mais il y a des exceptions, mais je veux dire, on n'a pas parlé pourquoi? Parce que
l'expérience, contrairement aux autres séries où justement il y avait un paquet de choses qu'on pouvait critiquer. Donc finalement, critiquer le fait qu'il y en a un ou deux qui décidaient de faire des têtes folles, et bien voilà, c'était assez légitime. Mais du côté de The Race, qui était quand même regardé par 25-30 000 personnes, là, c'est pas n'importe quoi. On a réussi à faire des courses qui étaient propres, des courses justement où c'était serré, les pilotes avaient du fun, et il y avait pas beaucoup d'enjeux, mais encore une fois, c'est comme avec Apex V2R et le Canadian Racing Challenge, on réussit à garder ça serré avec une direction de course qui était présente. Et ça, je reviens à ce que tu disais la semaine dernière, Luc. Voilà, si on a quelque chose, on a une certaine discipline, les pilotes n'ont pas le choix de respecter. Et si les pilotes n'ont pas le choix de respecter, bien voilà, ça fait en sorte que les commanditaires sont contents. Parce que oui, il y avait certains commanditaires qui étaient impliqués là-dedans en plus. Les pilotes sont contents et les spectateurs sont contents. Et si les téléspectateurs sont contents, qu'est-ce que ça va donner? S'il y a des courses, exemple Formula Masters, s'il y a des courses, même des courses d'IndyCar, des courses de Touring Car, des 24 heures, avec ces pilotes-là, ben, ils ont vu en virtuel, on les a pas nécessairement vus en vrai, eh bien, on va le voir, le nom est là, on va aller voir pour le fun qu'est-ce que c'est. Donc, on réussit d'une certaine façon à aller chercher ce que le sport motorisé a de la misère à faire depuis 10-15 ans, aller chercher les jeunes. Et ça a marché. Et messieurs, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur. Ça fait quand même déjà 2 ou 3 années qu'on voit des pilotes réels s'incruster aux événements, par exemple, je pense aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Daytona virtuel, où on a vu des Max Verstappen, on a vu d'autres pilotes réels s'incruster dans tout cela. Les 24 heures de Spa-Francorchamps aussi l'an passé qui ont été littéralement complètement folles dans la dernière heure, où est-ce que je crois que c'était l'écurie de Max Verstappen qui avait réussi à l'emporter, même si on avait connu un incident assez marquant dans les 15 dernières minutes. En fait, c'est Max Verstappen qui avait perdu sa pédale de frein sur son simulateur. Problème de pédalier, exactement. La pédale de frein qui a lâché dans les 10 dernières minutes et on a réussi à ramener la voiture, prendre la réparation rapide et finir la course malgré le changement de pilote et gagner cette course-là. Et là-dessus, ben là, le point où je voulais en venir, c'est que, comme tu le mentionnais, Olivier, c'est une porte qui s'ouvre et même le stockeur qui ont vu la série virtuelle sur iRacing d'invitation pendant la pause, si on peut dire, de la COVID-19, ben, auront l'ouverture de faire ce genre d'événement pendant la saison morte. iRacing, de façon annuelle, depuis les 5 à 10 dernières années, tenait un événement de stock car avec des pilotes professionnels au mois d'octobre ou au mois de novembre qui regroupait certaines têtes d'affiche. Je suis pas mal certain que ce genre de petite série-là, ben, ça va être un peu un vestige de cette pandémie qui va profiter, là, évidemment, au sim racing et à la simulation pour pouvoir attirer des pilotes réels qui vont pouvoir laisser aller tout leur talent sur une plateforme auquel ils auront de plus en plus de maîtrise. Et bien évidemment, ben, ça vient donner un peu un jeu de comparaison, alors qu'on peut justement comparer des pilotes de différentes séries, différents backgrounds, qui n'auraient jamais coursé les uns contre les autres dans des voitures équivalentes. Donc, vraiment, à mes yeux, il y a un énorme potentiel face à cela. Et The Race, ben, ça a été un autre grand succès qui, je vais le dire, malheureusement, passe sous silence. Ben, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Parce que, en fait, même tu dis que ça passe sous silence, Eric, mais WTF1 qui grossit de jour en jour en parle et en positif. Alors qu'ils ont critiqué justement ce qui s'est passé à l'IndyCar, en NASCAR, ils ont critiqué et ardemment. Mais par contre, pour ce genre d'événement-là, ils ont dit bravo. Et encore une fois, cet article-là qui dit justement que ça a été le field ou la grille la plus garnie de l'histoire du sport automobile et ils ont détaillé ça avec des statistiques en plus. Waouh! C'est impressionnant! Et ça peut juste être bon pour le futur, justement, si on peut vraiment mettre le focus là-dessus pour le futur, eh bien, on a des très beaux jours devant nous pour le sim. Et je pense que ça va être une des dernières fois où on va vraiment avoir la question, le sim racing a-t-il une mauvaise opinion dans la presse? Je pense qu'on est rendu à la 3e partie de trop, la 4e partie de 4 en 4 semaines. Je pense que là-dessus, on a pas mal fait le tour de ça. Vraiment, avec ce côté-là du moins, je pense, avec ces deux réussites-là, autant au niveau canadien qu'au niveau international, je pense que maintenant, on peut dire mission accomplie. En même temps, on va terminer donc ce côté sim racing de cette balado. C'est plus toi, Eric, qui va prendre le relais pour celui-là. Eh bien, côté sim racing québécois, on a vraiment... il y a 2 gros événements qui s'en viennent en juin et ça commence dès ce vendredi. Ouais, ben la troupe, on peut dire, de la Von Motorsport, c'est de LM Productions.
ont concocté 2 gros événements. Tout d'abord, on parle d'un événement sur les nouvelles voitures qui viennent toujours de sortir, donc la Ford Thunderbird et la Monte Carlo SS 87. Sur iRacing, pour ceux qui se demandent. Sur iRacing, oui, merci beaucoup. Donc, ce vendredi, c'est une première course rétro qui va être à configuration fixe pour débuter le tout. Donc, c'est sur le coup de demain soir. Il est encore possible de s'inscrire. Donc, LM Productions qui présente le tout. Et du côté de Jean-François Lavoie, on avait discuté également qu'il va y avoir une série reliée à ces voitures du côté du mois de juillet. C'est à ne pas manquer. Donc, gardez un œil sur les réseaux sociaux là, de Lavoie Motorsports et de LM Productions. Et également, ils ont concocté un événement qui est le Indy 200. Donc, à défaut de faire un Indy 500 que iRacing, évidemment, a déjà fait du côté du mois de mars, on va y aller d'une course un peu plus écourtée de 200 000 seulement, donc 80 tours du côté du Indianapolis Motor Speedway dans les IR18. Donc, on s'aventure un peu dans différentes sphères de l'Oval pour cette troupe qui, évidemment, Lavoie Motorsports, on parle d'un groupe qui sont aguerris au niveau des ligues d'Oval en configuration ouverte. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé leur niche là, de ce côté. C'est les vendredis soirs et il y a eu des épreuves le mercredi soir également. Lorsqu'on les compare, par exemple, avec des ligues qui ont plus d'anthologie comme Drummond Sim en fixe setup le mardi soir, vraiment, on a réussi à trouver notre niche de ce côté et on vient un petit peu varier, un petit peu, on ajoute de la variété en amenant un événement comme le Indy 200 dans les prochaines semaines. La date exacte m'échappe, malheureusement. Le 26 juin, mon sang. 26 juin. Merci, Luc, de me ramener à l'ordre. Donc, 26 juin, il y a encore des places disponibles. Évidemment, il y a 33 ou 34 places disponibles. C'est très limité. Donc, il va falloir pratiquer. Il va falloir se préparer une configuration pour être rapide. Et une course à Indianapolis en virtuel, j'adore. Oui, dites-vous, messieurs, en plus que, parce que je pense que c'est un côté que tu n'as pas mentionné, Eric, mais on essaie vraiment d'émuler ce qu'est l'Indy 500 réel. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des qualifications sur un mois. Comme dans le vrai Indy 500. Et on arrive la journée de la course, donc le 26 juin, si j'ai bien compris. Et là, on prend les résultats de cette qualification-là pour décider qui va finir qui va commencer plutôt premier, deuxième, etc. pour ce 200 000. Donc, vraiment, assez intéressant comme concept quand même. Est-ce qu'on va avoir le culot de faire un départ à 3 de large? Non, mais messieurs, je vous ramène à l'ordre, s'il vous plaît. Messieurs, je tiens à préciser que ça suffit, hein? Les licornes et les lunettes roses, on en voit déjà assez souvent présentement dans les derniers mois. On va rester sur terre et on va oublier toute possibilité de 3 de large à un départ lancé, s'il vous plaît. Lando Norris est en désaccord, mais bref. Ceci est un message préenregistré par l'Agence de placement et de communication, Luc Carbonneau. Merci. Non, mais sérieusement, je m'excuse, mais avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est complètement surréaliste de voir dépasser un 3 de large. Soyons conséquents. Les vrais pilotes le font, mais on s'entend que c'est on appelle un tour de parade, un peu comme les 4 de large sur terre battue. On va se permettre de partir à 3 de large, mais les pilotes vont quand même faire attention et ne pas être aussi compétitifs qu'un Lando Norris aura pu l'être sur Simon Pagenaud avec 2 tours à faire au Indy 500 virtuel. Mais ça, en même temps, c'est les risques. Il restait 2 tours. Là, on parle d'un départ. On s'entend que tout le monde n'a peut-être pas la même connaissance ovale sur monoplace, surtout que c'est quand même assez réservé comme bulle, là, si on veut, au Québec. Donc, modérons nos standards, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, une autre affaire qui peut régler le problème assez rapidement, iRacing ne permet pas de passer à 3 de large au départ. Et voilà. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que ça va contre la règle non écrite. Vous le savez, messieurs, on a assez couru dans des ligues québécoises. Ça va à l'encontre de la règle non écrite qu'à chaque fois qu'on dit avant toutes les courses, c'est-à-dire dans le premier virage, on ne fait pas de 3 de large. Donc, c'est sûr que si on part à 3 de large, ça va finir dans le premier virage à 3 de large, généralement. Donc, il faut éviter ça le plus possible. C'est ce qu'on appellerait poser la table et se ramasser dedans. Exactement. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, iRacing ne te permet pas de partir 3 de large, mais tu peux quand même déployer un drapeau jaune, placer tout le monde 3 de large, et tant que personne ne se dépasse par la gauche, tout va bien. Donc, ne venez pas me dire que c'est pas possible. C'est complexe, mais ça se fait. Moi, je vais poser la vraie question. Messieurs, êtes-vous intéressés par faire ce fameux 200 000-là? Parce que vous êtes quand même 2 pilotes d'aval, donc la question se pose. Les 2 en haut, on s'entend. Ouais. Les deux en haut, là.
Attention, parce qu'on est tous en haut. Pendant ce temps-là, nous, on va faire les le- 24 heures du Mans, mais nous autres. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Malgré Il s'en prendrait que- une réponse, hein, s'il vous plaît. c'est le genre d'événement qui pourrait m'intéresser. On avait dit quelle date? 26 juin. 26 juin. Ah. 2 jours après la Saint-Jean, t'as le temps de dégriser. Non, oui, Et tout voilà. à fait. C'est peut-être Surtout un qu'en plus, il ira pas loin cette année. Fait que, tu sais, déjà là, ça donne une chance. C'est encore Je pourrais drôle. sortir mon skin cool green. Le mien également. Oh. Ah oui, tout à fait. Oh. Ça pourrait être Donc, intéressant. Un petit retour ouais, d'Aladra. on pourrait très bien s'investir. Évidemment, c'est une course à configuration ouverte. Là. Il y a un petit peu de préparation à faire. Donc, on va dire là-dessus à suivre. Et nous, on a le gars qui fait setup avec nous autres. Il n'y a pas de problème. Belle transition, ça. Très belle Tu vois, ça a été transition. une belle transition si on avait eu un setup shop cette semaine. Et malheureusement, on n'en a pas cette semaine. Mais par contre, on a donc Pierre-Luc Dallaire qui, à pied levé, s'est proposé pour nous faire un petit trivia ce soir. Donc, Bon, Oui, en espérant que quelqu'un termine toujours deuxième, ça du temps passé. Ça pourrait être une idée pour un prochain questionnaire. Non, aujourd'hui, on est allé avec un petit sujet de dernière minute, puisque j'avais que 10 minutes pour préparer ça. On va y aller avec les pilotes qui ont remporté un Grand Prix de Formule 1 de façon inextrémiste ou inattendue. Plus inattendue, on va dire ça comme ça. Donc, des victoires inattendues en Formule 1. Il y en a eu plusieurs. Mais j'en ai noté 6 qui sont très notables, quelques-unes qui sont quand même assez faciles. Je pointe mon ami M. Turcotte en bas qui va probablement toutes mes sortir, mais bon, quand même pas. c'est pas grave. On va tenter de garder le suspense le plus longtemps possible pour ceux qui nous écoutent sur la SFTV. Donc, mon premier est relativement facile. Ah, ok, tu lances ça de même, il n'y a pas de musique d'intro à rien. Là. J'ai Non, pas pas de de musique, musique d'intro. malheureusement. Je me lance comme ça. Donc, c'est déroulé au Grand Prix du Brésil. Je veux le nom du pilote et le nom de l'écurie. Je vous le mentionne. Seigneur. Je me lance comme ça. Nom d'écurie et nom de pilote. Donc, Brésil 2003. Ça vous fait penser à qui? Oh, je sais c'est qui. Ah, je sais. Luc, Oui. Giancarlo pense- Fisichella Jordan. Et voilà. C'est ce que j'avais en tête. Victoire qui a été par la suite, parce qu'au départ, il y avait eu un problème au niveau du classement. On avait qualifié Kimi Raikkonen comme étant premier. Puis par la suite, on s'est ravisé. C'était Fisichella qui était premier au moment où on a donné le drapeau rouge. Parce que si vous vous rappelez, il y a eu de fortes pluies et il y a eu 2 accidents majeurs dans le début de la ligne. Oui, en fait, Fisichella, ce qui s'est passé, c'est qu'en ramenant la voiture au puits, son moteur a sauté. Le moteur a pris feu. Donc, dans son cas, il a vraiment été chanceux. Là. De un, parce qu'il était avec une Jordan déficiente. Puis en plus de ça, le moteur a éclaté rendu dans les puits. Donc, vraiment chanceux dans son cas. D'ailleurs. Et si je ne me trompe pas, c'était une Jordan à moteur Honda. Oui. Tout à fait. Oui, c'est un peu par après Ford, si je me trompe pas. Dernière année d'Honda avec Jordan. Et d'ailleurs, un petit complément pour ce trivia. Qu'aurait dit Kimi Raikkonen quand on lui a enlevé sa victoire? Bon. Wow. Bonne réponse. Give me the glove. Gloves and steering wheel. Galveston. Mais je vais donner crédit à Raikkonen. Il a été bon joueur. Oui. Il était souriant parce que ça a été fait, la cérémonie était faite la course suivante. À Il Saint-Marin. était souriant et n'a pas mal pris la décision puisque c'était la bonne décision. C'était il fallait que la justice soit rendue au légitime vainqueur de l'épreuve qui était, selon les transpondeurs, Fisichella. Voilà. Exactement. Mon deuxième pilote. Encore là, une petite facile pour Olivier, mais on va voir pour mes autres collègues. Si je vous dis 1999 et le célèbre circuit du Nürburgring, vous pensez à qui, avec quelle écurie? Je sais que ça a été un Grand Prix rocambolesque. Ouais, à cause de la pluie. Là, faut pas que je me mélange avec 2007 ou 2008 aussi, qui avait été complètement fou. Avec Spiker, qui avait été même avec Don Boss, qui avait mené l'épreuve. C'était Winkelhock. En fait, c'est Johnny Herbert sur Stewart. Et voilà. Exactement. Donc, Johnny Herbert sur Stewart. Là, vous allez m'excuser parce que j'avais une page devant moi
Et elle s'est... OK, parfait. Mes excuses. Oui, c'était Johnny Herbert sur Stewart. Il y a seulement 10 voitures. Non, il y a 9 voitures qui ont complété l'épreuve. Ça a vraiment été l'hécatombe dans ce Grand Prix-là. La question, par contre, est-ce que les pleurs de Luca Badoer comptent dans les 9 voitures? Ouais, ben là, écoute, malheureusement, non. Il faut se rappeler que Luca Badoer allait enfin inscrire des points pour Minardi et sa voiture a décidé de le lâcher, c'est-à-dire sa transmission, si je me trompe pas. Il faut pas dire que c'est une épreuve qui aurait pu avoir un changement, elle et Suzuka, qui aurait pu avoir un impact sur le championnat du monde parce que Eddie Irvine n'avait pas été en mesure de compléter l'épreuve, si je me trompe pas. Exactement, parce qu'en fait, là, si je vous donne le top 6, c'est en enfer tombé par terre. PRR avait une chance de faire des points dans cette ville-là. Exactement. Tout le monde avait des chances. D'ailleurs, Marc Genet a terminé 6e au volant de sa Minardi. Il a donné 1 point à Minardi. Badoer était 5e, guys! Exactement. Les deux Minardi, il était pas loin d'être d'un point, si je me trompe pas. Alors, Badoer était 5e, je te confirme. OK, bon. Quand il avait donné. Le podium, c'est Herbert, Trulli avec Prost et Barrichello avec Stewart. Donc, les deux pilotes Stewart-Ford étaient sur le podium pour cette course. Vous aviez Ralf Schumacher avec Williams, je rappelle la Williams de 99, qui était sur le saut. Et Mika Hakkinen, le seul des tops écuries qui était dans les points, il était là 5e. Donc, c'était vraiment un Grand Prix là, que n'importe qui aurait pu gagner. Là. On s'entend, là. Maintenant, 3e pilote qu'on recherche. Écoutez, je vais en prendre un plus difficile parce que lui que j'allais choisir était quand même relativement facile. Si je vous dis 1989 et que je vous dis Suzuka. Oh boy! Olivier l'a trouvé, ça j'en suis sûr. J'ai l'écurie, mais le pilote c'était qui déjà? Nigel Mansell Williams? Non. Faut dire que, juste pour être sûr, quand je parle de victoire inespérée, je veux juste ajouter un point. Je parle aussi de pilotes qui, normalement, ne gagnent pas. Parce donc, que c'est pas l'année de l'accrochage avec Prost et Senna. Oui. C'est un des 2 années, en fait. Là. Ouais. On va se le dire. Alessandro Nannini, je me souviens bien. C'est exact. Alessandro Nannini. Pour vrai, j'étais pas sûr si c'était Nannini ou Boutsen, mais c'était avec Benetton. Merci. Donc, ce qui s'est passé, c'est simple. En 89, comme Luc nous l'a mentionné, c'est l'accrochage entre Senna et Prost dans la chicane qui mène à la ligne droite départ-arrivée. Prost a abandonné. Senna, ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé au commissaire de piste de pousser sa voiture. Donc, en poussant sa voiture, il a pu redécoller le moteur et repartir. Le problème, c'est que ça n'a pas passé sous silence, puisque la FIA, à la fin de la course, c'est qu'il l'a disqualifié. Ce qui s'est passé, c'est que Senna, lui, a fait une remontée spectaculaire et est revenu au premier rang. Mais à la fin de la course, il a été disqualifié parce que dans le livre des règlements de la FIA, on ne peut pas se faire pousser une voiture par les commissaires de piste. Du moment que la voiture est touchée par les commissaires de piste et qu'elle est moindrement poussée, c'est une disqualification automatique. Donc, à la fin de tout ça, Alessandro Nannini a mérité la victoire puisqu'il était 2e. En fait, il a mené une partie de la course, si je ne me trompe pas. Puis il a terminé 2e. Puis avec la disqualification, il s'est retrouvé avec la victoire. Comme quoi, quand on finit 2e, il ne faut pas les espérer, on peut quand même gagner. D'ailleurs, Pierre-Luc, une dernière, s'il te plaît. Une dernière, dans ce cas-là, j'en ai 3 là, qui sont quand même relativement faciles, mais je vais plutôt y aller. Fais un chiffre impair, là, puis comme ça, c'est ça. Fais un chiffre impair. Rajoute dans 2. Bon, go. Okay, on va y aller avec. On va y aller avec Montréal 2008. Alors. Luc. Robert Kubica. Bonne réponse. BMW Sauber. Oui. Pour plusieurs raisons, c'est une victoire qu'on n'aurait pas vu venir parce que c'est sa première victoire. Mais il faut dire que Montréal est souvent le site d'une première. J'en parlerai à Mansell quand il a été son moteur. Maintenant, vous avez aussi Kubica. En 2007, il y avait eu un accident spectaculaire qui aurait pu lui coûter la vie. Donc ça rentre en ligne de compte aussi. On pensait, à ce moment-là, on pensait même pas qu'il allait revenir en Formule 1, puis il est revenu très, très rapidement, puis ça s'est bien déroulé. Même en 2019, il est revenu?
Ben, je veux dire, oui. Après un autre accident qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Mais en réalité, pour ce qui est de Robert Kubica, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que oui, il était à bord d'une BMW Sauber, mais qui était quand même relativement bonne. Mais s'il n'y avait pas eu l'accrochage dans les puits entre Hamilton, Raikkonen, et il y avait un pilote Williams aussi. Là, mais Nico Rosberg. Oui, exactement, mais je pense pas qu'il était vraiment impliqué au classement à ce moment-là. Il faudrait que je revérifie. Williams, c'était sa première année dans la Formule 1. Exact. Oui, je pense, il était dans sa première année. Si c'était pas de cet accident-là, Kubica aurait probablement pas gagné cette course. Donc, mais quand même, je veux dire, la voiture, je sous-estime pas les talents de Kubica ni de la BMW qui était relativement forte cette année-là, en 2008, on s'entend. C'était une très, très bonne voiture. Mais ça reste une victoire qui arrive de nulle part. Puis, c'est le vainqueur en cette course, je me souviens bien. Exactement. Puis, je vais enchaîner avec mon dernier parce que je veux vraiment le mentionner. Et c'est égalité de 2, by the way. Oui. Je vous dis 1995 et je vous dis Montréal. Jean Alesi Ferrari. Ah oui, voilà, merci. Bien de dire. Pour plusieurs raisons. C'est bien trop facile, 95. C'est comme, je demande un protest sur cette victoire-là. Protest. Puis, toi, comme ça, finir deuxième. Faut y aller avec des victoires qui sortent de nulle part. Puis, malheureusement, malgré le fait qu'on ne sous-estime pas les talents de pilotage de Jean Alesi, ça reste une victoire qui sort de nulle part. À combien de reprises il a été soit malchanceux, soit qu'il a fait une erreur de pilotage et que ça lui a coûté la victoire. Puis c'est à Montréal qu'il remporte sa seule victoire en Formule 1, avec Ferrari en plus, avec les spectateurs qui sont devenus complètement fous à la fin de la course, qui se sont ramassés sur la piste, puis il y avait encore des voitures qui roulaient. Le bon vieux temps. Hein? Le bon vieux temps. Comme on dit... Ferrari avait un char de... Ah oui, oui. En 95, non, le véhicule était quand même pas si pire. Par contre, on va, comme ils disent de l'autre côté de l'océan, les supporters de Montréal étaient fous comme des matières fécales. Donc voilà, c'était quelque chose. Voilà, donc merci beaucoup Pierre-Luc pour ce trivia. Vraiment, expérience à répéter, évidemment. Donc cette deuxième section-là, comme vous voyez, ça peut être une section qui peut varier sur beaucoup de points. Donc ça peut être autant un setup shop, trivia, et bien dans les prochaines semaines, on travaille sur plusieurs choses. Donc voilà, on a plusieurs sections comme ça qui vont revenir en temps et lieu. Troisième partie maintenant de cette balado, de votre balado en fait. Donc, course réelle. Je vais commencer. Et ça peut virer, je vous avertis à la maison, ça peut virer sur quelque chose de très, très drôle. Parce qu'en fait... Ça va-tu vraiment là-dedans? Oui, je vais rentrer là-dedans, je te le confirme, Luc. Parce que l'horaire provisoire de retour de la Formule 1 a été dévoilé par la FIA. Et c'est un horaire, je dirais, assez classique quand même. On le voit à l'écran présentement, donc... Je veux dire, 2 courses au Red Bull Ring, Hungaroring, on va 2 fois à Silverstone, à Barcelone, Spa-Francorchamps à Monza, et il y a d'autres courses qui peuvent s'en venir par la suite. Donc, ça, c'est pas si pire. Par contre, je vais porter votre attention sur... En fait, pour commencer, sur le nom des Grands Prix, et pour poursuivre, sur les courses qui pourraient s'en venir potentiellement par la suite. Donc, première course, Grand Prix d'Autriche. Là, d'ailleurs, fiez-vous pas au drapeau. Je me suis trompé en faisant l'infographie, et je m'en excuse, c'est mon erreur à moi. Grand Prix d'Autriche. Ok, c'est logique. Le deuxième, c'est le Grand Prix de Styrie. Et là, vous allez me demander, c'est quoi ça, la Styrie? Eh bien, c'est le Länder, donc la province, où est situé le Red Bull Ring. Ça, c'est en gros, là, c'est comme si on disait, faut que Montréal ait 2 courses. Donc, on va avoir une course qui va s'appeler le Grand Prix du Canada, et la deuxième, le Grand Prix du Québec. Là, je connais du monde, et je nommerai pas de nom, mais il y a un ministre de la Défense qui serait... Encore une fois, fou comme des matières fécales à entendre ça présentement. Donc, voilà. Il y a ça. Ensuite de ça, donc, vous voyez, à Silverstone, on a le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est logique. Et pour la deuxième course, on avait le Grand Prix d'Europe était disponible. À la limite, ça aurait pu être le Grand Prix de l'île de Man, le Grand Prix d'Irlande. Non. On appelait ça le Grand Prix du 70e anniversaire. Donc, ok. Vous avez le droit. Et après ça,
Oui! Et après ça, là, il y a trois grands circuits qui parleraient qu'on parlerait de peut-être pouvoir accueillir des Grands Prix. Donc, il y a Hockenheim. Ok, c'est le Grand Prix d'Allemagne. Ça, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. De toute façon, le Grand Prix d'Europe, on peut pas l'utiliser. Ça appartient au Nürburgring s'il y a à tenir le Grand Prix. Là-dessus, pas de problème. Ensuite, par contre, il y a Imola qui pourrait revenir. Donc, on verrait le retour du Grand Prix de Saint-Marin. Wow! Et après ça, il y a le Mugello qui pourrait accueillir un Grand Prix. Mais là, on pourrait appeler ça le Grand Prix de Toscane, ok? La course, le circuit est en Toscane. Mais, messieurs, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça le Grand Prix du Vatican? Rendu là. Et moi, si on fait ça, je propose que le pape soit la personne qui soit le signaleur à la grille de... Pourquoi pas? Rendu là. T'es sérieux, toi, là? Ah, Seigneur. Rendu là. On est dans une saison. Merci, Luc, de faire le segway parfait à ce que le pape soit au départ. Hein? Hey, tu me niaises, là? Messieurs, c'est un autre moment où on va aller appuyer sur F sur nos claviers. C'est maintenant c'est un moment de respect pour les espoirs de Luc Carbonneau. Ils sont en vain. En fait, je pourrais mettre la vidéo des je vais noirs pas qui transportent un cercueil, on va se calmer. Je vais pas avoir le cri si jamais c'est le pape qui donne le drapeau, fait que tout est dans tout, hein? Tout est dans tout, comme on dit. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, on parle de 11 Grands Prix qui pourraient potentiellement se tenir. Là, d'après moi, les 3 courses qu'on vient de nommer, les 3 circuits, il y a des bonnes chances que ça se tiendra pas, mais ça se parle, ça se discute, il y a des possibilités, surtout que les 3 circuits sont des circuits de grade 1 FIA. Donc, tout est possible. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Je le sais pas. Mais dites-vous qu'il faut 3 Grands Prix. Il faut au moins 8 Grands Prix sur 3 continents différents pour que ce soit considéré comme des courses. Donc, si exemple, moi je dirais par exemple, et là on en parlait un peu, Pierre-Luc, hors d'onde, avant d'entrer en onde, s'il fallait que les États-Unis se remettent de cette pandémie, et là, c'est un gros si parce que ça arrivera pas. C'est un très très gros si, oui. Oui, c'est un si de la grosseur d'un Américain moyen. Mais, blague à part, s'il fallait que ça arrive et qu'on ait 2 courses faites aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait vraiment avoir le retour du Grand Prix des États-Unis Est et Ouest? Oh! Ben, au moins, je trouve que ça se tient un peu. Hein? Ça se tient un peu versus les noms que je vois actuellement au tableau. On pourrait parler du Grand Prix du Luxembourg aussi, hein? Qui est dans le temps, ça tenait pas à route du tout. Là. Au moins, il y a ça. Mais tu sais, ce que je déplore un peu, c'est l'aspect vieux jeu de la FIA. Tu sais, je peux relater bien des faits sur le fait que la FIA est quand même vieux jeu. D'ailleurs, juste au niveau des noms, je trouve qu'ils sont... S'il faut vraiment qu'ils donnent un nom différent à chaque Grand Prix, qui est sur le même circuit... Ils sont obligés parce que c'est des Grands Prix différents. Ça, c'est vraiment des règles. Puis en fait, c'est des Grands Prix internationaux, techniquement. L'affaire que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi le Grand Prix de Styrie, alors que le Grand Prix du Liechtenstein était disponible. Ouais, et surtout que Liechtenstein est juste à côté, on s'entend, messieurs, là? Et voilà. Donc, en fait, le Liechtenstein, je rappelle quand même la petite anecdote, une armée qui part avec 70 personnes du Liechtenstein et qui, après la guerre, reviennent à 71 personnes parce qu'ils se sont fait un ami en Italie. Le Liechtenstein, mesdames et messieurs. Ça se peut pas. C'est malade. Et 3 jours après, le Grand-Duc qui annule l'armée. Ça, c'est magnifique. Je vais quand même soulever un point intéressant puisque j'ai une surprise à mes yeux puisque je regarde la géographie derrière tout ça. Bon, Angleterre, toutes les écuries, je pense 7 des 10 écuries ont leur QG en Angleterre. Ça fait du sens qu'on fasse 2 courses à Silverstone. On commence en Autriche, c'est le premier pays qui a autorisé, et c'était les dates, on va dire, approximatives du Grand Prix d'Autriche. On devrait avoir ce week-end même, malheureusement, si c'est pas ce week-end, ça arrêté la semaine prochaine, le Grand Prix du Canada. Donc, ça, c'est pas trop dramatique à mes yeux. On va en Hongrie, on suit le calendrier. On retourne à Barcelone. OK, intéressant. Il n'y aurait pas eu peut-être un circuit en France entre les deux où on aurait pu aller... Qu'est-ce qui arrive à Paul Ricard? Qu'est-ce qui arrive... Paul Ricard, je vais être avec toi, Eric. Je regarde ce circuit-là et j'ai le goût de pogner la COVID-19. Et je me fous de la réputation du circuit, Olivier. Je trouve juste pas ça très logique qu'on passe à travers de la France comme... je dirais pas ce qui s'est passé en 1939, là, mais on passe à travers tout ça et on se retrouve en Espagne
Et on Il va passer en considère longtemps, même mesdames et messieurs. on revient même pas sur Paul Ricard. Il y a même Nico également qui est un tracé de grade 1. Et on pense déjà aux États-Unis. Là, j'ai un point d'interrogation à donner. Là. Le public français, eux, là-dedans, ben, vont être encore aussi perdants. Peut-être qu'il y a des règles de confinement encore plus restreintes qui empêchent l'organisation d'un tel Grand Prix. Peut-être que les gestionnaires de Paul Ricard ont fait bon, ben, on n'aura pas notre Grand Prix cette année. Au diable la Formule 1. Ça se peut. Sur ça, le behind the scenes, si je peux le dire ainsi, on n'est pas au courant. Par contre, ben, je regarde l'horaire en ce moment, puis je me dis, il manque un Grand Prix de France là-dedans si on regarde où est-ce qu'on se dirige sur la carte de l'Europe. Moi, j'ai une grosse question, messieurs. Si on fait un Grand Prix en Russie, est-ce qu'on le comptabilise sur le continent asiatique ou si on le comptabilise sur le continent européen? Oui. C'est une question à penser sérieusement, là. Parce qu'on dit souvent de la plaque européenne et asiatique, l'Eurasie. Ben, Bakou est considéré comme en Europe, donc ce qui est bizarre à dire pour l'Azerbaïdjan, mais oui, c'est considéré comme en Europe. Donc, Sochi étant sur la plaque européenne, je crois qu'on considérait ça comme en Europe, malheureusement. Par contre, un Grand Prix de Turquie serait considéré sur asiatique. Tu viens de sauter directement sur l'occasion que je voulais. Istanbul Park pourrait faire un retour s'il est encore en état et de il grade. Ne pas, malheureusement. Je suis allé vérifier hier la liste des grades 1 et il ne fait pas partie, malheureusement, de cette liste. Puisque ça avait été un des succès, là, on va le dire. Je ne vais pas dire des rares succès de Tilke, mais un des Tilkodromes les plus appréciés avec l'avenue du virage 8. Le dernier secteur qui était très compétitif en switchback pour permettre plusieurs dépassements. Maintenant, si Tilke n'avait pas découpé des petits morceaux de chacun de ces virages-là pour faire du copier-coller sur ses tracés suivants, on ne parlerait pas de cette réputation si nocive qu'il suit depuis des dernières années. Tu parles d'aller courser à Sochi. Déjà là, je pense que la moitié des pilotes aimeraient mieux rester chez eux que d'aller courser sur le Grand Prix de Sochi. Ah ouais, je suis d'accord là-dessus. Je suis 100% d'accord. Autant plus qu'Istanbul, c'est un des premiers circuits de Formule 1 qui commençait à être relativement compliqué avec des virages très, très, très complexes. Évidemment, je dis pas que c'est dans les premiers qu'il a conçu, là, mais vraiment, là, l'avenue de ce circuit-là, comme tu dis, Eric, là, ça a apporté plein d'autres circuits là, qui sont venus par la suite, puis qui, je dirais pas, j'allais dire... qui ont contaminé certains circuits parce qu'effectivement, il y a certains de ces virages qu'on n'apprécie pas trop. le virage 8 à Istanbul a été bon. Si je prends la lignée de Tilke, Sepang, virage numéro 1, un long virage qui donne vers un switchback pour permettre un dépassement au virage numéro 2. Shanghai, Sepang, mais plus. Sepang, mais encore plus en escargot, si je peux le dire ainsi. Mm-hmm. Maintenant, Tilke a expérimenté à partir des 2 virages rapides, le 5 et le 6 ou le 6-7 à Sepang, 2 virages à droite très rapides sur séquent où est-ce qu'on a à peine le temps de lever le pied. Il a décidé de recopier cela et de l'amplifier encore une fois en allant chercher pas juste un 3e apex, mais un 4e apex. On a ramené ce virage-là à Kota, virage numéro 16. Encore une fois, les numéros de virage ne m'incendiez pas si je suis à 1 ou 2 près. Là. Donc, dans le dernier secteur, on a ramené ce type de virage-là. Mais il venait un moment donné où est-ce qu'on a déjà vu ça. Là. On répète le même genre de procédé au lieu de simplement faire un tracé qui va suivre l'élan naturel je ne veux pas dire de la géométrie, mais de la géomatique. Là. Donc, il va suivre la géographie, voilà, naturelle d'où on trace. Je pense à un Mosport, je pense à un Spa, je pense à juste un tracé qui va ressentir l'effet d'un tracé naturel. Et là, on regarde qu'est-ce que Tilke nous présente à Hanoï, le Grand Prix du Vietnam, qui malheureusement, ça c'en est un qui n'aura pas lieu encore une fois. En fait, Hanoï devait débuter en 2021. Non, c'est ma mémoire est bonne. Cette année, il y avait 2 Grands Prix qui commençaient cette année. C'était justement Vietnam et Pays-Bas qui revenaient sur le circuit de la Formule 1. Ouais. Donc, Hanoï, virage numéro 1 et 2, c'est exactement cela. Virage à gauche suivi d'un long escargot pour reprendre la vitesse à plusieurs apex. Puis moi, je te rajouterais qu'après le long carrousel en Turquie, la fameuse chicane, après le long carrousel et la chicane qu'on a pris à Abu Dhabi pour séparer les 2 lignes droites. Oui, on pourrait dire ça. Mais sinon, tant qu'à choisir des Grands Prix de grade 1 pour la saison qui s'en vient, tant qu'à aller dans la fantaisie, on a juste à repaver le vieux Hockenheim. Pourquoi pas? On défriche et on repave.
Pierre-Luc, désolé, mais avec tes commentaires sur le Grand Prix Belgique et Spa-Francorchamps, c'est une option qu'on va refuser tout de suite. Donc là-dessus, on oublie ça. Par contre, là, il faut choisir quand même 2 autres Grands Prix à tenir à l'extérieur du continent européen. Quelles options nous reste-t-il? Mexique, on oublie ça tout de suite, c'est aussi pire qu'aux États-Unis. Les États-Unis, on oublie ça aussi. Gilles Villeneuve, on verra pas ça à l'automne. Non, on verra pas ça à l'automne. Pas à cause de la température, mais... Et de toute façon, je pense que le continent nord-américain, côté logistique, ça serait beaucoup en demander. Là. Même aller en Asie, c'est poussé. Parce que là, si on veut s'éloigner... On n'a pas le choix d'aller en Asie, c'est là qu'il y a au moins au Moyen-Orient, là, ça c'est clair. Oui. Ben, Abu Dhabi, c'est pratiquement sûr. Ça, c'est pratiquement sûr que ça arrive. Bahreïn, je pense que ça serait la Turquie semble être encore de grade 1. Je viens de vérifier. Et la Turquie semble être encore de grade 1. Ah, j'ai vérifié l'année dernière. J'ai vérifié hier, en fait, et c'était pas là. L'année dernière, hier... Non, j'ai vérifié hier, monsieur. Il y a une petite marge, là. Faut dire aussi que ça ira à l'encontre de la situation de la COVID-19 d'aller en Amérique du Nord. Là. C'est mieux de centraliser le plus possible, le plus proche possible d'où ce que les écuries où ce qu'ils sont installés. Là. Le plus possible, évidemment. Mais de traverser un continent pour aller en Amérique du Nord, ça sera un peu à l'encontre de la situation actuelle. Turquie n'est pas là. Non, ok, je m'excuse, on a... Ouais, pardon. Par contre, dans les pistes que je vois qui seraient possibles, il y a une piste en Thaïlande qui pourrait être faisable. Dubaï est disponible. Bon, tant qu'à aller en Indianapolis Grand Prix, messieurs, est encore grade 1. Ce que je veux te dire, Olivier, c'est que tant qu'à aller aussi loin que ça, ben il y a Bahreïn, il y a Abu Dhabi. Donc exactement. Il y a des tracés que... Puis Abu Dhabi est l'endroit où ils font les tests de fin de saison. Donc, à mes yeux, la saison devrait encore une fois se terminer dans les Émirats Arabes Unis, si c'est plausible, et avec un passage à Bahreïn en même temps. Je pense que ce serait vraiment une façon là, de s'éloigner du continent européen de façon sécuritaire. Il manque un Grand Prix, par contre, à l'extérieur de l'Asie maintenant. Et il n'y a pas de pistes qui sont en... Moi, messieurs, je vais vous sortir. En Afrique. Il n'y en a pas. Je dirais... Parce que ça dépend où est-ce qu'on place... Il y en a un, mais je le pense que sur quel continent qu'on place le Moyen-Orient. Mais si on place le Moyen-Orient sur une plaque qui est différente, la Corée du Sud ne serait pas mauvais. Et oui, la piste de Corée du Sud est encore valide. Pour te corriger, excuse-moi, Olivier, il y en a un circuit en Afrique, mais il est probablement de grade -8. Qui est la mienne de grade 2. Grade 2. Ah, c'est un grade 2, hein? Grade 2, oui, j'ai vérifié, inquiète-toi pas, Pierre-Luc. Quand même. Donc, ça dépend tout le temps de quelle façon est-ce qu'on pourrait placer Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis et la Corée du Sud. Ça peut être une option intéressante pour la FIA. Oui, tout à fait. Fuji est également possible. Il le faut. Ben, si on se rend au Japon, on va à Suzuka. C'est pas de question. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, la meilleure option serait là. Priorisons les tracés existants et actifs sur le marché que d'aller ailleurs, même si Fuji a été, dans les 10 dernières années, utilisé en Formule 1 à une reprise, si je me souviens bien. Une reprise, oui. L'avantage de Fuji, c'était relativement éloigné aussi. C'est ça, il faut que tu regardes. Dans le contexte actuel, il faut que tu regardes tout ça. Est-ce que tu es éloigné ou non d'une ville? Est-ce que tu es capable de créer une bulle? Parce qu'on s'entend qu'à Suzuka, c'est plus difficile de créer une bulle que ça peut l'être, par exemple, à Fuji. Ce sont des facteurs qui, éventuellement, pour finaliser le championnat, va falloir regarder. Voilà. Sinon, on ne peut pas exclure aussi le fait que je crois qu'on peut courir sur 2 circuits dans un même pays. Je vois pas... quoi ça pourrait... Il faut quand même 3 Grands Prix sur des continents différents. Donc, il faut visiter 3 continents pour qu'un championnat du monde soit valide. Exactement. Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça et ce qui est malheureux, c'est qu'on oublie les Amériques et on oublie l'Australie. Je pense que la seule... Tu as mentionné que le Brésil... Le Brésil, on oublie ça, c'est pire que oui, c'est encore pire que donc, on oublie l'Argentine. Parce que Buenos Aires... c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que je pensais. Donc, la seule place qui resterait peut-être, si on réussit à contrôler d'ici ce temps-là, c'est Gilles Villeneuve. Honnêtement, là, c'est la seule chance qu'on aurait d'avoir un Grand Prix en Amérique du Nord présentement. Et je n'y crois pas personnellement. Donc, on oublie le projet tout de suite. De toute façon, si c'est pas la COVID, c'est Saint-Lambert qui va trancher. Donc, rendu là,
on oublie le projet. Et messieurs, donc ça fait pratiquement 1 heure qu'on est déjà là, donc je veux profiter d'un dernier point, et ça reste quand même relativement important avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été vécu dans la dernière semaine et demie aux États-Unis. Je veux parler vraiment de l'impact de Lewis Hamilton sur les causes sociales, et la raison, c'est justement ce qui s'est passé avec George Floyd. Donc, vous vous rappellerez, cet Afro-Américain là, qui a été tué par un policier. Donc on n'expliquera pas, on ne verra pas de vidéo ou quoi que ce soit. Là. Mais Lewis Hamilton, qui, je crois, ça a pris 5 jours avant que quelqu'un réagisse du côté de la Formule 1 à ça, alors qu'on l'avait fait dans d'autres sports auparavant. Et ça a été Lewis Hamilton qui, lui-même l'a dit, a attendu que quelqu'un le fasse et personne ne s'est mis en avant. Donc, a fait un commentaire sur Instagram et on a fait un deuxième en plus pour condamner l'industrie de la Formule 1 qui n'a pas réagi par rapport à ça. L'industrie qui est majoritairement blanche, on s'entend, majoritairement européenne. Donc, messieurs, et après ça, justement, avant de vous demander votre avis, messieurs, après que Lewis Hamilton ait dit ça, tout le monde a mentionné. Tout le monde a dit que c'était pas correct, quoi que ce soit, et qu'on condamnait le geste. Donc, messieurs, que pensez-vous justement que ça a pris un Lewis Hamilton pour faire débloquer les choses de ce côté-là? Je pense que Lewis Hamilton aurait espéré qu'au moins quelques pilotes se lèvent pour mentionner les gestes disgracieux qui se sont déroulés dans les derniers jours. Puis on parle de ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais on peut parler aussi de ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tout à fait. Tout revient à cause de ce geste-là. Puis avec raison, je veux dire... mais c'est ça le problème, c'est que l'industrie de la Formule 1 a été dans les derniers à on pourrait dire, s'impliquer dans cette cause, si on veut. À condamner les gestes. En fait, ils se sont impliqués après la sortie de Lewis Hamilton, on va se le dire, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis, veut pas, quand toutes les autres industries, on peut même penser à l'IndyCar qui ont fait des communiqués, le mouvement qu'on a eu sur Facebook en termes publicitaires pour les compagnies qui ont décidé de ne pas s'afficher pendant une journée. J'ai de la misère à croire que ça a passé dans l'oubli dans le monde de la Formule 1. Le NASCAR a fait des mentions, évidemment, des moments de silence lors des cérémonies d'avant-course. Ce qui est un petit peu délicat de tout ça, c'est évidemment, c'est un dossier qui est mondial. Je pense que ça a été assez mondialisé qu'on peut... que ça a atteint différentes sphères et qu'un Lewis Hamilton sorte en public, je pense que c'était sa tâche, c'était une des choses qu'il devait faire comme athlète professionnel. Là où j'ai de la difficulté, c'est d'aller blâmer que les autres ne l'aient pas fait. Fais-le, pas de problème. Puis on va saluer le geste, puis ça va peut-être ouvrir la porte aux autres. Mais de blâmer de ne pas être fait, il y a une limite là-dedans où est-ce que je me mêle de mes affaires en venant publier par rapport à cela, ou est-ce que, oui, ça fait une belle image publique, mais en même temps, il y a l'aspect publicitaire aussi, où est-ce que, je pense à un Charles Leclerc qui a fait son mea culpa, il l'a dit, j'ai dit, moi, j'étais en train de pleurer la situation, j'étais pas en mode excuse ou en mode publication. En même temps, derrière cela, si un Charles Leclerc, jour 1, avait sauté sur la situation, peut-être qu'il, moi, à mes yeux, il aurait été accusé de justement attirer l'attention puis d'aller chercher l'attention de cette situation-là pour se promouvoir lui-même. Donc, il y a un aspect marketing derrière ça qu'il faut faire attention. Oui, je pense que je vois les joueurs du Canadien de Montréal en ce moment qui font des publications sur le sujet. J'ai vu chez Weber, Max Domi. Il y a de plus en plus d'athlètes professionnels qui individuellement vont se lever debout. Parce qu'à un moment donné, si les 1000 joueurs de la Ligue nationale de hockey, puis les 800 joueurs de la NBA, puis les 1000 joueurs de la MLB, là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est correct, là, on a compris. Là. Je veux dire, en fait, que Hamilton lance le message, c'est bien, mais je pense qu'il était un petit peu tôt, le message. Oui, mais il y a un point, par contre, qu'il faut mentionner. Haas, la seule écurie américaine en Formule 1, n'a pas dit un mot avant qu'Hamilton dise de quoi. Absolument rien. Je comprends l'aspect, je comprends le problème qu'Hamilton a tenté de revendiquer, c'est qu'il y a vraiment personne qui s'est levé en Formule 1. C'est pas comme s'il y avait 1 ou 2 pilotes qui se sont levés pour parler des gestes qui se sont déroulés. Il y a vraiment personne qui s'est élevé. C'est ça que je pense qui l'a choqué plus que d'autres choses. Puis le fait d'avoir attendu 4 à 5 jours en plus. Je veux dire,
là, tu laisses la chance aux coureurs. Là. Mais là, s'il n'y a personne qui se lève après 5 jours, je le comprends un peu de ne pas être content. Et il y a Hamilton en plus qui en a profité. Hamilton en a profité également pour mentionner tous les pas tout, mais les gestes de racisme dans lesquels qui a été victime lors de sa montée vers la Formule 1. Par exemple, un certain pilote chez McLaren, pas un pilote actuel, ni un pilote qui a couru pour l'équipe en tant que tel, mais qui était dans la filière, qui aurait mentionné que selon lui, il était meilleur qu'Hamilton et qu'Hamilton est monté là juste parce qu'il était noir. Non, mais Hamilton, on s'entend, il est monté là parce qu'il avait du talent. Parce que oui, en Grande-Bretagne, c'est bien beau de dire, ok, oui, la Grande-Bretagne a peut-être moins de problèmes de racisme, mais oui, la Grande-Bretagne a un gros problème de racisme. On l'a vu d'ailleurs avec le Brexit, on a eu vraiment des gros problèmes à ce niveau-là. La France a un problème de racisme gros. Excusez-moi, j'ai pas encore fini de grossir, là. Mais la France a un problème de racisme épouvantable. Même chose si on regarde au niveau des pays scandinaves. On aime ça taire le problème, mais au Danemark et en Suède, c'est affreux. Et en Suède, on parle un peu de la situation actuelle. Par rapport à la COVID-19, eh bien, les plus affectés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suède, que ce soit dans les pays européens, whatever, c'est les populations noires. Pourquoi? Parce que c'est les plus pauvres et c'est les plus laissés de côté. Et en Europe, il faut ajouter en plus les populations arabes/musulmanes. En plus de ça, vivent ce deux problèmes-là, racisme et exclusion. Ce que ça fait dans ce genre de situation-là, eh bien, ces personnes-là, ils sont totalement mises de côté, totalement dit, c'est pas important, on va s'occuper de vous autres quand les sont finis, ou bien on va plutôt vous autres, vous irez en prison, puis les blancs, ils auront une tape ses doigts, là, c'est pas grave. C'est toutes des affaires comme ça qui remontent à la surface avec cette histoire-là à Minneapolis. Et ça, pour conclure un peu là-dessus, et je veux quand même vous entendre avant de conclure complètement, je pense que ça peut amener une bonne chose, et même chose dans le sport également. C'est juste de penser à Drew Brees qui s'est fait ramasser pour avoir dit que c'était pas le temps de parler de Black Lives Matter, alors que présentement tout le monde dit que Kaepernick a peut-être raison finalement. Moi, je vais parler de Formule 1 parce que c'était surtout ça la notion de base. C'est sûr que ça dérange un petit peu, mais est-ce qu'à la fois c'est surprenant? Non, parce qu'on sait que malheureusement, la Formule 1 est contrôlée généralement par une élite là, qui généralement a beaucoup d'expérience, soyons polis ainsi. Ils ont beaucoup d'expérience derrière la cravate et c'est peut-être pas dans le bon sens du terme, bien souvent. Alors, c'était pas nécessairement surprenant qu'on doive attendre Lewis Hamilton avant de voir quelqu'un réagir. Et du côté de Haas, quand vous avez un président qui torpille tout ce qui bouge et tout ce qui bouge dans son dos est devant lui, c'est sûr qu'à jusqu'à un certain point, ça peut parfois être marcher sur des œufs à un certain niveau. Mais est-ce que c'est une excuse? Non. Mais c'est plus un raisonnement qui explique pourquoi on a peut-être tardé et on ne l'a pas fait en fait chez Haas. Mais c'est sûr que c'est décevant que ça prenne quand même 4 à 5 jours. Quoi qu'il en soit, il y a une réaction, mais elle est venue tard. Pour ce qui est de Kaepernick, pour y revenir, le seul point, moi je vois ça plus positif. Le fait qu'on revienne sur ce que Kaepernick a fait, c'est-à-dire mettre son genou à terre pendant les hymnes nationaux, il y a déjà quelques années de ça, là, on va se le dire. Le fait que le monde dise aujourd'hui que ça avait du sens, ce qu'il a fait pendant les hymnes nationaux américains, pendant un match de football, ça veut dire qu'en quelque part, il y a une certaine partie de la population qui se dit avoir compris le geste. Il faut le voir de façon positive quand même à ce niveau-là. C'est plate pour M. Kaepernick, parce que ça l'a suivi avec les années. Je ne suis pas trop le football, mais j'ai suivi un peu ce qui s'est passé dans son cas. Mais ça veut dire, dans un certain sens, que le monde commence à comprendre un peu ce qui se passe actuellement. Mais il faut faire plus que comprendre. Là, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir. Par contre, il y a encore du travail à faire d'un côté comme de l'autre, puisque oui, la cause Black Lives Matter, 100% légitime, il y a des choses à dire. Le découlage derrière tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'en ce moment, il y a plus de policiers qui meurent que de personnes de race noire dans les différentes émeutes et les différentes altercations. Et ça, ce qu'on passe à la télé, ça va être des véhicules de police qui vont renverser des foules, ça va être des policiers qui se font malmener. La violence mène à la violence. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'on perd le creux du message, qui est un message anti-violence, qui est un message où est-ce que
les gestes qui ont été commis par les maintenant policiers qui sont sous arrestation étaient déplacés et des pommes pourrites, il y en aura, mais en même temps, ça vient un peu d'un article que j'avais lu, toute cette déblatération-là, c'est que les polices municipales des grandes villes n'ont pas eu le choix d'engager plus de policiers pour contrer la violence. Et ce faisant, il y a eu des gens moins qualifiés ou du moins qui n'étaient pas à leur place, qui se sont retrouvés dans les corps policiers et qui, eux, ont fait valoir leurs opinions personnelles. Ce qui est arrivé avec George Floyd, on ne le saura jamais, puisque la personne ne pourra jamais défendre son opinion. Mais est-ce qu'il y avait un antécédent? Ça semble être véhiculé ainsi. Et pareillement, là où est-ce que le message est en train de sortir, c'est la criminalité dans les grandes villes, elle a amené cet aspect-là de surpopulation dans les corps policiers qui fait en sorte que on a des moins bonnes personnes. Et là, tout le problème est en train de s'exposer aux États-Unis, que le petit débordement est en train de mettre à jour les nombreuses failles du système. Et je nommerai pas les armes à feu, mais à la quantité de policiers et de manifestants qui ont été tués par balle dans les derniers jours, le débat va être relancé à un certain moment donné. Et là, on rentre dans de la politique et on rentre un peu trop loin pour le sujet qu'on avait amené. Mais au final, il y a des changements qui doivent avoir lieu. Et à mes yeux, ça a été une nouvelle qui nous a changé un peu les idées de la COVID-19, mais le virus est encore là. Dans 10 à 14 jours, j'ai bien hâte de voir ce sera de quoi les conséquences. Et justement, pour conclure vraiment là-dessus, les conséquences, ça peut faire en sorte, justement, pour faire la boucle, que la Formule 1, on pensait que ça allait revenir à Austin, peut-être. Ça sonne peut-être comme un non définitif, là. Donc, et même chose à Montréal, d'ailleurs, on parlait des manifestations, il y a quand même plusieurs manifestations, et Montréal est l'épicentre canadien, avec Toronto. Je pense qu'on peut déjà mettre une croix là-dessus définitivement. Donc, là, maintenant, on est rendu à un point où, justement, il faut retrousser nos manches et voir comment est-ce que tout peut se régler. Et autant dans le sport que dans la société, on a un très long chemin à faire. Et je pense qu'avec ça, ça peut avoir réveillé du monde. Et bien, tant mieux. C'est un sujet qu'il fallait qu'on mentionne également au niveau, même au niveau de la course automobile. Et ça, vous allez voir dans les prochains mois, j'ai un feeling je sens pas vraiment qu'on va avoir des sujets comme ça qui vont revenir parce que ça a réveillé certaines personnes. Ça, je vous le confirme tout de suite. Donc là-dessus, on va compléter cette balado ce soir sur ce sujet-là, un peu plus lourd. Désolé, mais il fallait crever l'abcès, donc voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à la maison également d'avoir été présents. On n'a pas de course cette semaine à vous présenter sur SFTV. Par contre, vendredi prochain, on a le EGT3 Challenge qui devrait normalement reprendre son horaire normal. Et donc, une course à Monza en GT3. Ça s'annonce très excitant, mais on va vous en reparler au courant de la semaine prochaine. Donc, tenez-vous bien sur SFTV, sur la page Facebook SFTV. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous, aimez la page. Vous avez tous les liens donc sur la page SFTV. Si vous ne savez pas trop où aller, tapez @SFTVcast, @SFTVcast et toutes les infos seront présentes. Donc, à mon nom personnel, Olivier Turcotte ainsi que mes acolytes, merci beaucoup d'avoir été présents et on se retrouve donc jeudi prochain pour un autre épisode de cette balado. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!